Bonjour et bienvenue dans ce cours en ligne. Nous aborderons ici la troisième partie du programme, le corps humain et la santé, en commençant par l'intégrité, le maintien et l'intégrité de l'organisme, avec, en premier chapitre, la réaction inflammatoire. Si ça veut bien passer. Voilà, donc trois parties, une partie sur la réaction de l'organisme, les modalités d'élimination de l'antigène et comment contenir l'inflammation, c'est-à-dire comment limiter l'inflammation, qu'elle soit pas trop invasive. Vous pouvez placer ici l'activité que vous avez précédemment faite sur la réaction inflammatoire et éventuellement peut-être noter en introduction que notre organisme, si vous ne l'avez pas déjà fait, que notre organisme réagit, résiste aux infections, c'est-à-dire qu'il existe à ce moment-là un système de défense qui est capable de faire la différence entre les éléments étrangers et nos propres cellules. Ça, c'est la base du système immunitaire. Donc, détection et réaction de l'organisme à l'antigène. Donc, grand A, grand G, ça veut dire antigène. Je l'abrège tout le temps puisqu'on va l'écrire un grand nombre de fois, donc c'est bien d'avoir une abréviation cohérente. Ces différents antigènes, j'ai représenté différentes photos. Ça peut être, un antigène peut être de type cellulaire, avec une membrane cytoplasmique, un noyau, un cytoplasme, donc de type eucaryote. Ça peut être un champignon microscopique. Là, j'ai mis une photo de levure. Tant que les levures restent à l'extérieur de notre organisme, elles ne sont pas pathogènes, mais il ne faut pas qu'elles rentrent dans notre milieu intérieur, dans notre sang. Les virus, dont on reparlera. Les bactéries, donc elles par contre ce sont des prokaryotes. Il y en a des formes allongées comme celle-ci, mais on peut avoir aussi des bactéries rondes qu'on appellera à ce moment-là coques. Alors que là ce sont des bacilles pour allonger, en bâton. Ici remarquez des globules blancs, beaucoup de globules blancs que vous avez vus avec des noyaux, on dirait qu'il y a plusieurs noyaux, mais en fait non, il n'y en a qu'un seul, mais plurilobé. Ces globules blancs sont donc des granulocytes, comme vous avez pu le voir dans l'activité. Enfin, un autre type de champignon microscopique qui peut être utilisé aussi en alimentaire, ça c'est des moisissures. Donc deux champignons, levure, moisissure. Alors, en ce qui concerne ce que vous pouvez noter à l'écrit, les antigènes seront de trois types. Les micro-organismes, donc comme par exemple les bactéries, les champignons, les virus, avec mention spéciale pour les virus. Pour moi, ce ne sont pas des êtres vivants dans la mesure où ils sont dépendants d'une autre cellule. Je dirais que ce sont des parasites obligatoires. On verra ça plus tard. Deuxième catégorie, nos propres cellules modifiées. Dès qu'elles sont modifiées, comme par exemple les cellules cancéreuses, elles deviennent des éléments étrangers. Et enfin, ce que l'on oublie bien souvent, c'est que la dernière catégorie d'antigènes, ce sont des antigènes moléculaires. C'est-à-dire comme par exemple les venins, qui sont des cocktails de molécules, mais aussi ce que produisent les bactéries pathogènes, c'est-à-dire des toxines. Les bactéries sont souvent pathogènes parce qu'elles fabriquent des toxines toxiques pour nos cellules. Voilà, vous avez vu aussi que l'organisme réagissait immédiatement à une intrusion, ce qui implique le système de reconnaissance, c'est-à-dire qu'il faut détecter l'intrus avant de l'éliminer. Et pour détecter, ça se fait via des récepteurs. Donc on parlera beaucoup de récepteurs dans ces chapitres. Les cellules résidentes. Donc les cellules résidentes sont de deux types. Les cellules propres du tissu, je sais pas moi, le foie. Le foie est formé de cellules hépatiques et d'autres cellules. Donc on a vu que dans la peau, les cellules résidentes, c'était les cellules de peau, plus des cellules sentinelles. Dans ces cellules sentinelles, vous avez les macrophages. Et vous avez dû aussi voir que les macrophages sont issus de la différenciation des monocytes. Les monocytes, c'est la version circulante, les macrophages, c'est la version résidente. Les cellules dendritiques, de forme très particulière, avec beaucoup de prolongements assez allongés, et qui sont capables de se déplacer, tout comme les macrophages d'ailleurs. Macrophage, ça veut dire macro c'est gros, phage c'est manger. Donc ce sont des cellules qui vont non seulement détecter les intrus, mais aussi les phagocyter, en termes techniques.
J'ai parlé aussi beaucoup des mastocytes, mais je trouve que au niveau du programme, c'est moins important. Si vous avez bien retenu macrophages et cellules dendritiques, c'est déjà pas mal. Donc les mastocytes, capables de passer dans 2 états. Là, vous avez plein de vésicules, et là, il y a dégranulation, c'est-à-dire émission vers l'extérieur du contenu des vésicules, qui sont de nombreuses cytokines et qui interviennent donc dans la réaction inflammatoire. Un petit schéma qui explique un petit peu ce que vous avez vu, ce que vous avez dû comprendre dans l'activité. Une cellule dendritique, on peut très bien faire ce schéma avec un macrophage, c'est pareil, sans oublier les TLR. Donc un pathogène, donc là j'ai fait une bactérie allongée, un bacille, mais ce qui est important c'est de faire les molécules, différentes molécules de formes différentes, bon, on peut mettre des couleurs, qui représentent les molécules antigéniques, puisque la cellule dendritique va essentiellement reconnaître les pathogènes via les molécules qui sont fixées sur le pathogène. Donc le pathogène se déplace, mais en fait c'est pas le pathogène qui se déplace, c'est la cellule dendritique qui se déplace, mais c'était plus facile de le faire comme ça. Et la cellule dendritique, une fois qu'elle a fixé via son TLR une molécule antigénique, va produire des cytokines. Des cytokines qui vont intervenir dans la douleur, puisqu'elles toucheront les terminaisons nerveuses, au niveau de la fièvre, aussi, production de chaleur. Je dirais que là, pour la production de chaleur, c'est plus les réactions chimiques exothermiques qui sont responsables de ça que de molécules chimiques déterminées. Vous êtes d'accord que dans une réaction inflammatoire, beaucoup de cellules interviennent, beaucoup de molécules sont fabriquées, donc beaucoup d'énergie est consommée, donc beaucoup de chaleur est produite. Et des molécules de recrutement, puisque les granulocytes sont recrutés, ils sont appelés en renfort. Donc voilà, j'ai pas légendé mon TLR, mais j'aurais dû, c'est un oubli de ma part. Les cellules du sang. Donc un schéma technique qui explique un petit peu comment fonctionne notre sang, d'où il vient, donc de la moelle rouge des os, qui n'a rien à voir avec la moelle épinière, attention, je vous montrerai ça dans un autre schéma. Des cellules souches qui se divisent en 2 parties, qui se divisent toujours en 2, donc une qui reste toujours cellule souche et l'autre qui se différencie, et ainsi de suite. Donc là, il y a différentes cellules souches qui donnent des générations différentes, c'est pas à retenir. Il faut simplement savoir que les cellules souches de la moelle osseuse sont à l'origine des globules rouges, seules cellules de notre organisme dépourvues de noyaux, uniquement responsables du transport de l'oxygène et du CO2. Donc ces cellules ne nous intéresseront pas. Les plaquettes non plus, on s'en intéressera pas. Par contre, les monocytes, qui eux ne restent pas, on en trouve très peu dans le sang, puisque leur principale cible c'est de migrer dans les tissus et de se différencier en macrophages. Les granulocytes, qui sont issus d'une lignée un petit peu différente, avec noyau plurilobé et cytoplasme très granuleux. Ensuite, d'autres cellules, donc lignée lymphoïde, qui vont donner les lymphocytes B et les lymphocytes T, les lymphocytes B qui viennent de la moelle osseuse et qui, à maturation, vont dans le sang. Par contre, les lymphocytes T, eux, nécessitent un passage obligatoire dans le thymus avant d'être opérationnels. Il y en a 2 catégories, les T4 et les T8. Les T4 et les T8 sont capables de se retrouver dans les tissus, tout comme les lymphocytes B, sauf que la plupart du temps, ils se différencient en plasmocytes, grosses cellules, donc vraiment une grosse différence entre les deux. Voilà pour ce schéma, donc moelle osseuse, ce qui se passe dans le sang et ce qui se passe dans les tissus, enfin ce que l'on retrouve dans les tissus. Le système circulatoire que vous avez dû voir en seconde, nous avons 2 cœurs, un droit, un gauche, ressemblés en un seul organe, des tuyaux, artères et veines, dans lesquels circule du sang, oxygéné au niveau des poumons. L'oxygène est utilisé ainsi que les nutriments au niveau des cellules. Les déchets cellulaires récupèrent le sang, sont émis dans le sang veineux. Déchets cellulaires qui sont notamment le CO2 et d'autres molécules. Un circuit parallèle, le circuit lymphatique, qui est en relation avec le circuit sanguin, comme le montre cet agrandissement où vous avez un capillaire sanguin où circulent strictement les globules rouges, eux ils peuvent pas aller ailleurs, alors que les globules blancs peuvent passer des vaisseaux sanguins au tissu interstitiel
et rentrer dans des vaisseaux endigués qu'on appelle la lymphe, où là il n'y a pas de globules rouges qui en fait une couleur transparente, jaunâtre. Et on trouve que des cellules de la lignée blanche. Ces trois milieux, le plasma, le liquide interstitiel et la lymphe, sont trois milieux liquides composés essentiellement d'eau et de molécules chimiques. Ils n'ont pas tout à fait la même composition chimique puisque ce ne sont pas les mêmes cellules qui y vivent. Elles n'ont pas la même activité, les mêmes déchets, les mêmes besoins. Donc, composition chimique légèrement différente, mais ce sont des milieux liquides très proches les uns des autres. Donc le plasma diffuse, donne le liquide interstitiel qui diffuse et va donner la lymphe. Et les vaisseaux lymphatiques rejoignent la circulation sanguine au voisinage du cœur droit. Voilà. Sinon, pour terminer cette première partie, puisque j'ai prévu de faire le chapitre en 2 vidéos, ici les organes lymphoïdes. Donc les organes lymphoïdes primaires, comme le thymus et la moelle osseuse. La moelle osseuse génère les cellules sanguines, vous voyez dans la tête des os, ici omoplate, les os longs essentiellement. Ici il n'y a pas le bassin de représenté, mais aussi dans les os du bassin, puisque ce sont elles qui sont à l'origine de toutes les cellules sanguines. Par contre, le thymus, lui, est obligatoire pour la maturation des lymphocytes T. C'est pour ça qu'il fait partie des organes primaires. Les organes secondaires, ce sont les organes de stockage, comme les amygdales, les ganglions de l'aisselle, aux aisselles, à l'aine, qu'on trouve dans le tissu mésentérique, donc dans les ganglions abdominaux, la rate, organe de stockage aussi, où on trouve beaucoup de globules blancs. Donc voilà pour toutes ces cellules et pour la première partie de ce chapitre, que je reprendrai dans quelques minutes. Merci de votre attention.